J'ai voulu vraiment commencer par les aspects cognitifs qui sont spécifiques de l'autisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent que l'aspect cognitif, en fait, est central dans l'autisme et que cette façon différente de penser est à l'origine, finalement, des comportements et des aspects sociaux. L'autisme, on l'a dit, était considéré auparavant comme une maladie mentale. Maintenant, elle est considérée comme une différence avec des situations de handicap, qui sont essentiellement les situations sociales et les situations de communication. Donc cette différence, elle est accessible à nous aujourd'hui grâce aux recherches en neurosciences, en psychologie cognitive et aussi grâce aux nombreux témoignages de personnes autistes adultes qui décrivent bien leur façon de fonctionner qui est différente de la nôtre, mais il y a une logique qui maintenant on peut y avoir accès. Alors ça, c'est juste des petits ouvrages que je conseille et auxquels j'adhère et qui me servent aujourd'hui un petit peu de référence. Donc, ces auteurs, donc Peter Vermeulen, qui est un auteur belge, et Laurent Montron, qui est un psychiatre-chercheur qui travaille au Canada, sont des personnes donc, qui considèrent vraiment l'aspect cognitif au premier plan de l'autisme. Donc je vais beaucoup me baser sur leurs réflexions et leurs ouvrages que je vous conseille vivement. Ensuite, donc ça, ce sont des ouvrages que je conseille aussi. L'ouvrage de Christine Philippe et Jean-Louis Adrien concerne les aspects de scolarisation avec toutes les problématiques autour de cette question, les questions d'AVS, les questions d'intégration, d'inclusion, etc. Et l'ouvrage de Carole Tardif qui parle de tous les programmes et toutes les méthodes autour des interventions. Et ensuite, ce sont quatre ouvrages qui se lisent plutôt comme des romans qui permettent en fait de voir l'autisme vraiment de l'intérieur raconté par les personnes autistes elles-mêmes. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Alors, en guise d'introduction, donc un petit rappel en ce qui concerne les classifications. Donc voilà les 3 classifications qui existent et qui conçoivent l'autisme sous forme de catégories. Donc la classification qui prime, selon la HAS, c'est la CIM-10. Si un diagnostic aujourd'hui est posé avec une autre classification, la correspondance avec la CIM-10 doit être donnée dans tous les cas. Ensuite, voici ce qu'on appelle la triade autistique, la fameuse triade de Lerner-Wing. Et donc, ce sont les 3 domaines altérés qui sont vraiment symptomatiques de l'autisme, qui sont, vous voyez, essentiellement des aspects sociaux et qui nous servent aujourd'hui pour le diagnostic. Alors, j'ai voulu présenter ce terme, on l'entend de plus en plus souvent, et de plus en plus depuis 2008 et 2009, notamment Autisme Europe recommande d'employer le terme de trouble du spectre autistique pour remplacer le terme TED et autisme. Ça va se traduire dans le DSM-5 qui devrait sortir en 2013. Donc on parlera de trouble du spectre autistique avec cette idée de continuum. Donc vous voyez que les deux aspects de la triade sont regroupés sur le premier point. La communication sociale et les interactions font partie du même aspect. Ensuite, le caractère restreint des comportements, des intérêts, des activités, c'est le deuxième point. Et un troisième point apparaît. Les symptômes doivent être présents dans la petite enfance, mais peuvent ne pas s'exprimer jusqu'à ce que les exigences sociales dépassent les capacités limitées. On sait qu'il y a des choses qui apparaissent à la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, au moment où les exigences sociales deviennent plus importantes. Évidemment. Voilà. Donc ces troubles du spectre autistique, en fait, ce sont des syndromes très hétérogènes, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de généraliser un fonctionnement à tout l'autisme, parce qu'il y a tellement de formes différentes et tellement de personnes différentes. Donc ce sont des syndromes des personnes qui peuvent se différencier sur la base de leur efficience intellectuelle. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question, mais je vais vite passer. Simplement, je pense qu'on peut retenir qu'auparavant, on estimait
estimait que dans l'autisme, une majorité des personnes avaient une déficience intellectuelle et une minorité n'en avait pas. Aujourd'hui, la tendance s'inverse vraiment. On pense que de l'ordre de 75% des personnes avec autisme n'auraient pas de déficience intellectuelle. Certains auteurs parlent de plus, d'autres de moins. Et globalement, donc la tendance s'inverse. Les personnes autistes se différencient aussi du point de vue de leur langage. Certaines personnes n'accèdent jamais au langage. D'autres parlent à l'âge ordinaire, sans difficulté majeure au niveau de la phonologie, de l'articulation. Il y a quand même une spécificité dans le langage, on le verra plus tard, ce sont tous les aspects pragmatiques. On en parlera tout à l'heure. Donc il y a aussi un certain nombre de symptômes non spécifiques dans l'autisme qu'on retrouve dans d'autres tableaux cliniques. Des troubles du sommeil, de l'agitation, des problèmes de tonus, de coordination, des difficultés au niveau alimentaire, des phobies, etc. Il y a énormément de particularités sensorielles, donc je vais commencer par ça tout à l'heure, faire un petit topo là-dessus, parce que c'est vraiment très important, et des particularités cognitives. Alors, pour caractériser les troubles du spectre autistique, en fait, Peter Vermeulen nous dit que finalement c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'indication biologique, comme dans le syndrome de Down par exemple, où finalement, par rapport au karyotype, il suffit de compter le nombre de chromosomes et puis on sait que c'est une trisomie 21. Dans l'autisme, ce n'est pas du tout le cas. Au niveau de l'étiologie, on est embêté aussi parce qu'il y a probablement plusieurs causes, donc on ne les connaît pas à l'heure actuelle, mais il y en a probablement plusieurs. Aujourd'hui, c'est un diagnostic qu'on fait essentiellement sur la base de comportements, mais on sait que ça a ses limites. Il y a des comportements qui ne sont pas spécifiques à l'autisme. Des comportements qui évoluent de façon positive, et selon l'âge où on voit l'enfant, certains comportements n'apparaissent plus. Et puis il y a énormément de formes différentes dans l'autisme, avec des tableaux parfois incomplets. Donc, par contre, Peter Vermeulen dit que ce qui est commun finalement à toutes les personnes faisant partie de ce spectre, c'est une pensée vraiment qui diffère de la nôtre, avec une logique vraiment propre et une singularité qui nous dépasse un petit peu. Et finalement, aujourd'hui, qu'on va essayer de comprendre un petit peu de l'intérieur. Alors, pour expliquer les particularités sensorielles dans l'autisme, donc voici le système sensoriel un peu typique qu'on présente tous. Finalement, il existe entre les informations sensorielles de notre environnement et notre système réceptif une sorte de filtre qui s'appelle modulation sensorielle de l'intensité des informations qui sont présentes dans notre environnement et qui permet à ces informations de donner la priorité à certaines et d'en inhiber d'autres. Finalement, on analyse, on ne voit pas tout, on fait une sorte de hiérarchie, de sélection dans les informations, ce qui va nous donner des sensations. C'est une sorte de choix parmi les informations qui nous parviennent. Elles ne parviennent pas toutes à notre cerveau de manière égale et pas en même temps. Ce filtre agit sous l'influence de plusieurs paramètres, et notamment la recherche de sens. Je vais vous donner plein d'exemples tout à l'heure, et vous verrez que de façon involontaire et inconsciente, ce qui prime d'abord dans notre façon de percevoir les choses, c'est on recherche du sens constamment quand on perçoit quelque chose de manière involontaire. Dans le fonctionnement autistique, il y a vraiment une particularité. Ces sensations, elles ne sont pas du tout modulées. Toutes les informations parviennent au système sensoriel sans priorité ni inhibition. Donc il y a un trouble de la modulation sensorielle, ce qui fait que tout arrive en même temps et avec une intensité égale. Donc ça perturbe énormément les opérations mentales qui vont suivre. Toutes les étapes de raisonnement, la concentration, la compréhension vont être gênées par ce trouble de la modulation sensorielle. Il n'y a pas de hiérarchie. Peter Vermeulen dit que, dans une interview, pour penser la surstimulation sensorielle, imaginez que vous regardez un soleil très fort, assis dans un congélateur, avec des vêtements qui vous serrent très fort et un casque sur les oreilles qui diffuse une musique à 100 décibels. Donc voilà, les autistes perçoivent tout et très fort. Donc ça va donner un profil sensoriel très particulier chez les personnes avec autisme, avec certains canaux qui vont être particulièrement sensibles, voire hypersensibles, avec des réactions très fortes, ces sensations étant insupportables. Ça peut être d'ordre visuel, d'ordre auditif. On sait qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas de tout petits sons, mais qui perçoivent très fort. Ça peut être
des sons, pour nous, qui nous paraissent banals, hein, le son d'un aspirateur ou le son d'un feutre qui glisse sur le papier. Ça peut être d'ordre tactile, par exemple la texture du sol quand ils sont pieds nus, ça peut être perçu très très fort et ça peut être difficile pour eux. Ça peut être d'ordre kinesthésique, avec la texture des vêtements ou la perception des coutures qui est vraiment insupportable. Et parfois, il y a des canaux qui vont être parallèlement sujets à des blocages et certaines sensations vont être carrément inhibées. On parle souvent de la douleur et de la température qui sont ressenties beaucoup moins fortement par les personnes avec autisme. Alors juste un petit test pour un premier exemple. Donc voici un environnement, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais de type plutôt suédois. Pour comprendre cet ensemble, en fait, une personne typique, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on va donner la priorité à des informations qui nous aident à comprendre où on se trouve. Et dans cet ensemble, finalement, on ne va pas tout voir. On va voir finalement ce qui nous aide à comprendre qu'on est dans un salon, donc le canapé, la table basse, éventuellement la bibliothèque. Le reste, finalement, si on nous demande, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans cette pièce. Chez une personne avec autisme, ça pourrait donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire que toutes les informations parviennent simultanément déjà, et puis finalement, tous les objets vont être perçus en même temps avec la même intensité, et les détails qui vont être perçus de manière préférentielle, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. Donc ça peut être les motifs, ça peut être tout ce qui est structuré, tout ce qui est rangé, ça peut attirer leur attention. Donc voici maintenant les aspects d'un modèle explicatif de l'autisme qui s'appuie sur le trajet que fait l'information dans notre système cognitif, dans notre cerveau. Donc d'abord, comme vous l'avez vu, on s'attache à saisir un ensemble, on fait un traitement global, on essaye de comprendre, c'est ce qu'on appelle la cohérence centrale, et ensuite on analyse les liens des différentes parties entre elles, c'est le traitement des configurations. Et ensuite, on va pouvoir s'attacher aux détails, c'est le traitement local. Donc, la cohérence centrale, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est chercher à donner du sens à ce qu'on perçoit en fonction du lien entre les différents éléments du contexte. Donc, ça permet de comprendre un ensemble et de dépasser les aspects purement perceptifs des détails. Donc, par exemple, vous voyez ici qu'on arrive à lire les deux mots « the cat » indépendamment de cette forme centrale qui finalement, si on l'isole du reste, on ne pourrait pas lui donner vraiment de sens s'il est isolé. Mais là, le fait d'être dans un contexte, notre cerveau va compléter le fait que cette forme soit incomplète grâce au contexte. Finalement, on cherche tout le temps à interpréter. On n'a pas une perception pure des éléments, on cherche toujours à donner du sens, à conceptualiser. Le sens dépasse la forme pour nous. La signification de ce qu'on perçoit change tout le temps. On va le voir. Tout dépend du contexte dans lequel on le perçoit. Et les contextes changent aussi en permanence. Alors j'ai pris un petit exemple qui va peut-être vous rappeler une séquence d'un film. Donc nous, on a appris une règle simple, c'est qu'avant de traverser la route, quand on est sur le trottoir, on doit regarder le petit piéton. S'il est allumé en vert, on sait qu'on peut traverser. S'il est allumé en rouge, on s'arrête. Bien, donc si le piéton est vert, je traverse. Et si arrivé au milieu du passage piéton, il se met en rouge, là, j'ai appris que rouge, ça veut dire je m'arrête. Mais le contexte étant ce qu'il est, c'est-à-dire que je suis au milieu de la route, je sais que les voitures vont démarrer, je change la règle que j'ai apprise, c'est-à-dire qu'au rouge, il faut que je m'arrête. Là, la règle, ça devient rouge, je dois me dépêcher. Donc j'ai changé la règle que j'avais apprise parce que le contexte, il est différent. Donc je vais m'adapter au contexte et le feu rouge va changer de signification, il va signifier « dépêche-toi de traverser ». Dans le fonctionnement autistique, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la cohérence centrale. Alors certains auteurs parlent de difficultés à prendre en compte le contexte et d'autres auteurs parlent de surfonctionnement local. Bon, globalement, c'est un petit peu la même idée, mais ça fait un peu plus appel au fait que c'est pas la cohérence centrale qui serait déficitaire, c'est la vision des détails qui serait
première et finalement tous les détails viendraient en premier et ce serait plus difficile de faire le traitement contextuel. Bon, c'est globalement la même idée. Donc on verrait les détails en priorité et on les détacherait du contexte en découpant les parties les unes des autres, sans chercher de cohésion. Donc finalement, c'est ce qui fait que la forme prend le dessus, c'est l'aspect des choses qui va compter et non leur sens. Donc ce sont des personnes qui peuvent se fier aux apparences, donc on peut imaginer la vulnérabilité dans laquelle ça peut les placer. Et finalement, ils ont du mal à imaginer autre chose que ce qu'elles perçoivent. Si la forme est incomplète, leur cerveau, leur fonctionnement cognitif a plus de mal à reconstituer la forme globale en attribuant du sens au contexte. Donc pour eux, un objet ne peut avoir qu'une seule signification et une impression ne peut avoir qu'un seul sens. Peter Vermeulen, encore lui, explique ça comme ça, je trouve que c'est intéressant. Être autiste, c'est comme porter des jumelles en permanence. On ne voit que des petits bouts et on a du mal à tenir compte de l'ensemble. Donc évidemment, ça peut empêcher de se concentrer sur ce qui est en train de se faire par ailleurs et de comprendre. Donc Rita Fries, elle illustre cette cohérence centrale, c'est elle qui est à l'origine de cette hypothèse. Donc elle illustre ça en disant qu'un morceau de puzzle perd sa signification de détail isolé quand il prend sa place dans un ensemble. Donc j'ai mis cette petite illustration. Effectivement, la pièce de puzzle prend du sens quand elle a pris sa place. Voilà, donc là c'est une autre illustration. Alors si je vous demande de bien regarder cette image et de me dire ce que ça signifie, vous allez analyser en fait un petit peu l'ensemble de l'image et rapidement vous allez repérer l'organisation générale des objets, la place des uns par rapport aux autres. Et si je vous demande maintenant si est-ce que vous avez repéré s'il y avait des litchis, des champignons ou des poireaux, est-ce que vous allez savoir me répondre? Non, parce que rapidement c'est le sens qui a pris le dessus. Vous avez cherché à comprendre en fait comment les éléments allaient les uns avec les autres et finalement les détails, vous n'y avez pas vraiment attaché d'importance. Donc il y avait des litchis et des champignons, mais pas des poireaux. Merci, oui. Alors une autre illustration. Comme finalement le contexte, on parle de cécité contextuelle finalement, le contexte est mal perçu. Donc les situations dans lesquelles le contexte n'est pas nécessaire pour comprendre, où les éléments ne changent pas, finalement ces situations sont mieux traitées par les personnes avec autisme. Donc ça c'est un autre exemple. La forme du milieu, vous voyez, on lui attribue un sens différent selon qu'on traite verticalement ou horizontalement en fonction des éléments. Je suis désolée. C'est pas de ma faute. Merci. Donc c'est une illustration que j'ai prise dans le livre de Peter Vermeulen aussi, que j'aime bien. Donc l'adulte se demande qu'est-ce que c'est ça. Donc en pointant, vous voyez l'oreiller qui est donc dans un contexte particulier, dans un lit avec une poupée, etc. Et l'enfant, donc a priori qu'on suppose être un enfant avec autisme, répond un morceau de ravioli. Donc ça peut paraître saugrenu, mais en fait, merci Virginie, je suis désolée. En fait, dans la diapo d'après, on voit que hors contexte, effectivement, cet objet, on pourrait considérer, si on ne perçoit pas donc cette cécité contextuelle, si on ne perçoit pas ce contexte, effectivement, la confusion est permise en tout cas. Je ne sais plus ce que c'est la diapo d'après. Oui, vas-y. Ah oui, ça y est. C'est toi qui as fait? Donc du coup, comme le contexte est mal perçu par les personnes avec autisme, naturellement les situations dans lesquelles le contexte n'est pas nécessaire pour comprendre sont mieux perçues. Donc ce seraient des situations dans lesquelles les éléments ne changent pas et finalement c'est ce que j'ai appelé, c'est ce qu'on appelle les circuits fermés. Finalement,
une situation en donne une autre, et finalement, il y a peu d'aspects, il y a peu de paramètres qui influencent le déroulement des actions et les résultats des actions. Ces circuits fermés, ce sont des systèmes qui impliquent un seul résultat et qui sont très mathématiques, logiques, avec des règles fixes de succession des actions. Donc cet aspect-là influence de nombreux domaines. Donc les circuits ouverts, finalement, c'est tous les aspects dans lesquels il y a plusieurs paramètres qui influencent le résultat d'une action. Par exemple, dans une conversation, c'est une situation typiquement difficile pour les personnes avec autisme, parce que rien n'est prévu d'avance. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se dire dans une conversation, ça dépend d'énormément de choses. Et donc, il y a plusieurs choix possibles, il y a plusieurs situations possibles. Ah, ça marche. Je crois que je me trompe de bouton, en fait. Excuse-moi. Donc cet aspect de faible cohérence centrale ou de surfonctionnement local influence énormément de domaines autour de l'autisme. Donc par exemple, je ne regarde pas trop le temps, on va m'arrêter. Les comportements répétitifs et l'écolalie, pour ces auteurs, ce sera en fait des conséquences de ce traitement, de cette faible cohérence centrale. Et ces comportements répétitifs pourraient apparaître parfois comme pour se protéger de cette surstimulation, de cet environnement trop fort, trop stimulant. Et le comportement répétitif permettrait d'apporter quelque chose de stable, qui se répète. Et donc la personne autiste se concentrerait sur cette chose stable qui se répète pour se couper finalement de tout ce qui est mouvant autour de tout ce qui change en permanence et qu'ils ont du mal à comprendre. Ce serait une façon finalement de contrôler, de maîtriser leur environnement. Concernant l'écolalie, c'est pareil, certains auteurs considèrent qu'elle constitue une manière de communiquer qui peine à prendre en compte le contexte en adoptant une formulation adaptée à la situation. L'écolalie prendrait cette forme-là. Donc cet aspect influence aussi les aspects pragmatiques du langage. Donc la pragmatique, c'est le fait de prendre en compte tous les aspects de la communication qui concernent à la fois l'émetteur du message, le récepteur du message et les caractéristiques des personnes impliquées, les situations, etc. Par exemple, on ne parle pas de la même façon à un adulte qu'à un enfant, qu'à notre directeur, qu'à un ami, etc. On adapte notre façon de parler, notre ton est différent en fonction de la personne qu'on a en face de nous, en fonction de la situation. Si on est dans un endroit feutré, si on est dans un endroit bruyant, et selon aussi le caractère ou la personnalité de la personne, ce qu'elle est en train de vivre, etc. On adapte notre façon de lui parler en fonction de tous ces paramètres-là. Donc finalement, on doit continuellement prendre en compte le contexte pour communiquer. Donc ça ferait une interprétation très littérale, on entend beaucoup parler, des difficultés à comprendre l'humour, les sens cachés, etc. Ça crée des difficultés inférentielles aussi, ça fait partie de la pragmatique du langage. Donc les inférences, c'est le fait de comprendre autre chose que ce qui est dit finalement, c'est de lire un peu entre les lignes, c'est ce qu'on fait en permanence. On est tout le temps en train d'interpréter ce qu'on nous dit, on est tout le temps en train de comprendre ce qui n'est pas dit vraiment avec les mots. Par exemple, pourrais-tu me passer le sel s'il te plaît ? Oui. Si je ne sais pas faire des inférences, oui, je pourrais. Donc je ne comprends pas la demande implicite qui est derrière. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment en permanence. Alors le système de politesse, bien sûr, est plein d'inférences. Sous la formulation polie, en fait, il y a une demande implicite qui dépend vraiment du contexte. Ce sont des personnes aussi qui auraient des difficultés avec la polysémie des mots, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Le fait de choisir le sens du mot, finalement, il faut regarder le contexte pour comprendre le sens de ce mot. Il y aurait aussi des difficultés exécutives, c'est-à-dire le fait d'anticiper, le fait d'avoir à l'esprit plusieurs choix dans une situation, plusieurs façons de répondre à une question et d'en choisir une, d'anticiper.
il y aurait un manque de flexibilité. Ces personnes auraient une pensée rationnelle, très logique, très concrète. Je passe vite parce que je voudrais passer une vidéo avec des témoignages d'adultes autistes. Donc ce seraient des personnes qui auraient une préférence pour les circuits fermés. Ce seraient des personnes qui auraient une pensée visuelle. Alors ça, c'est une théorie qui est fortement déclinée par Temple Grandin, qui est une adulte américaine autiste, et qui en fait explique dans ses ouvrages et dans ses articles qu'en fait, quand elle pense pas comme nous, elle pense directement en images. Nous, quand on pense en concept. On pense à nos sensations, à nos avis, notre interprétation. On a d'emblée une pensée verbale, conceptuelle, qui inclut des interprétations et des jugements. Les personnes avec autisme n'auraient pas ces aspects-là de jugement, d'interprétation. Ce serait quelque chose de très littéral, de très concret et de directement visualisable. Et les personnes avec autisme aussi, cette faible cohérence centrale, elle a aussi une influence, un impact sur le décodage des visages, des voix, parce que en fait dans la voix notamment, je vais prendre cet exemple-là, quand on parle, nous on s'en rend pas compte, mais en fait il y a plein de modulations qui sont très subtiles dans le fait de parler. Il y a les aspects de l'accent, les intonations, la prosodie. Tout ça, ce sont des choses qui sont difficiles à interpréter pour les personnes qui ont de l'autisme, et ils sont pas très à l'aise avec le langage, ils sont plus à l'aise avec les images, parce que les images, c'est plus stable, c'est plus accessible pour eux. Il y a des difficultés aussi liées à sur surfonctionnement local, sur la catégorisation, c'est-à-dire le fait d'admettre qu'un ensemble, mettons, de chats que j'ai devant moi, qui sont de races, de couleurs différentes, de tailles différentes, pour catégoriser que toutes ces choses font partie de la catégorie chat, il va falloir que je passe outre les différences perceptives entre ces différents chats, et pour admettre leurs différences et ce qui fait qu'ils ont des points communs. Mais comme ces personnes ont des difficultés finalement à passer outre ces détails perceptifs, la catégorisation est plus difficile pour eux. Donc je passe plus vite. Donc finalement, ce fonctionnement aurait des impacts sur les aspects comportementaux, sur les aspects cognitifs et émotionnels. Les réponses émotionnelles pour ces auteurs seraient vraiment liées à ce fonctionnement-là différent et auraient des influences bien sûr sur les aspects sociaux. Donc, dans notre lieu d'accueil, comme le député maire l'a dit tout à l'heure, il va nous appuyer pour cela et nous soutenir pleinement. Ce sera donc une structure qui répond totalement aux nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé du 10 mars 2012. Ce sera une structure qui sera copiée sur deux autres structures qui existent en France, une à Toulouse et une à Paris, qui se nomme Futuroschule. Voilà, donc le but est d'accompagner 12 enfants de 2 à 20 ans sur SIFO, que ce soit à l'école, au sein de la Futuroschule, en centre aéré, et plus tard, quand ils auront 20 ans, en milieu professionnel. Donc le but étant l'autonomie future, et avec un travail main dans la main avec les familles. Donc c'est vraiment quelque chose de très innovant et exceptionnel. Nous espérons avoir ce projet pilote, être les premiers à le faire venir en PACA, puisqu'il existe déjà ailleurs dans la France, et que ça fonctionne bien, et que nous ayons des enfants heureux sur ce secteur, avec un maximum d'autonomie pour la vie future. Pour ce faire, nous établirons des partenariats avec des écoles, car nos intervenants pourront intervenir au sein des écoles qui le souhaitent. Si nous ne trouvons pas au sein des écoles publiques, nous aurons les écoles privées qui, je pense, nous accueilleront, de manière à ce que nos personnels, en fait, pourront même remplacer les auxiliaires de vie scolaire, à part qu'ils seront spécialisés et formés au autisme, et qui suivront les enfants en permanence. Donc fini les problèmes d'AVS pour ces enfants-là, fini le changement du personnel qualifié en permanence qui suit l'enfant partout, dans le taxi, en vacances, à domicile, et gratuitement, et avec un prix de revient 4 fois inférieur à ce qui existe actuellement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous essayons de faire main dans la main avec divers partenaires. Nous espérons que les divers partenaires hospitaliers nous
nous tendront la main aussi, ils travailleront en équipe avec nous. Et voilà. Ils ne sont pas forcément présents chez tous les enfants, chez toutes les personnes avec autisme. Donc, l'essentiel, c'est de partir d'une évaluation complète, d'une bonne connaissance du fonctionnement de l'enfant. Il ne faut pas se contenter d'un diagnostic d'autisme ou de troubles du spectre autistique. Il faut vraiment évaluer son profil singulier et particulier. S'appuyer sur le potentiel de l'enfant, ses capacités qui sont en émergence et sur lesquelles il va falloir travailler. Le soutien aux parents, alors je vais passer peut-être vite là-dessus. La coordination des intervenants, bon ça c'est des choses plus... La constance, mais je dirais peut-être... voilà, la constance, attention à la surstimulation de ces enfants. On parle beaucoup d'un nombre très très important d'heures par semaine. Moi, j'aurais tendance à être... voilà, respecter vraiment son fonctionnement autistique. C'est important d'avoir une stratégie, c'est pour ça que j'ai appelé ça stratégie, pas forcément programme ou méthode. La stratégie, ça doit être source, ça doit s'appuyer sur des méthodes, mais ça doit aussi pouvoir en sortir en fonction de l'évolution de la personne et de ce qu'elle est capable de montrer, même si ça sort un peu du programme. Il faut savoir faire les choses ensemble. Le respect du fonctionnement autistique. Alors c'est dommage, dans la vidéo, il y a une adulte qui dit qu'en fait, pour s'intégrer au mieux dans notre société, elle a appris, elle s'est forcée à plus faire ses comportements autistiques. Elle se balançait, avant ça lui faisait beaucoup de bien, ça l'apaisait, et comme on lui a dit qu'il ne fallait plus le faire, elle l'a plus fait, puis maintenant elle se pose des questions, elle se dit finalement... j'ai des copains autistes aussi qui ont gardé leur hand flapping par exemple, les maniérismes des mains. Ben, je sais pas, peut-être que j'aurais dû garder ça, si ça l'apaise finalement, pourquoi arrêter pour se conformer absolument. Donc voilà, peut-être se poser des questions. L'objectif aussi, c'est à terme bien sûr d'accéder à l'autonomie, donc petit à petit de diminuer les aides qui sont apportées. Donc ça découle vraiment très logiquement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ces choses de bon sens, vraiment, la plupart des programmes et des méthodes reposent un peu là-dessus. Donc diminuer les sources de stimulation sensorielle qui ne sont pas importantes pour les tâches en cours. On va voir après des photos. En fait, certains enfants sont vraiment coupés du reste de la pièce dans des petits espaces pour justement éviter la surstimulation. Tout ce qui est au mur, tout ce qui est dans la classe, etc. Diminuer les informations qui surviennent brusquement, qui peuvent être vécues comme agressives. Augmenter tout ce qui va être structuré et stable, parce qu'on sait que ça peut leur permettre d'anticiper les choses. Éviter la surcharge, augmenter la constance et la prévisibilité. On sait que quand les choses sont bien structurées, il y a un apprentissage finalement qui est implicite, qui se fait beaucoup plus facilement et même parfois de façon bien meilleure que nous, personnes typiques. Donc simplifier le message, on a dit que les mots, le langage verbal, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour eux, donc éviter de chercher à reformuler pour qu'ils comprennent mieux, choisir d'emblée bien ces mots, des mots simples, et éviter de parler tout le temps. Ça fait plus les perturber qu'autre chose, enfin pour certains, bien sûr. Diminuer les informations qui arrivent par d'autres canaux, comme la personne, on a juste eu le temps d'entendre ça. Elle a du mal à faire fonctionner plusieurs sens en même temps, donc peut-être privilégier un canal à la fois. Utiliser peu de mots, présenter un support visuel. Donc rendre plus prévisibles les situations, donc ça c'est beaucoup la méthode Teach qui parle de ça. La structuration de l'espace, donc on fait une activité par lieu. On peut visualiser les activités au préalable par des objets physiques dans des paniers, je pense que vous connaissez ça. On peut structurer le temps avec des plannings, des timers qui permettent de remplir en rouge en fait le temps qui reste. Privilégier les systèmes fermés. Donc là voilà un exemple pour montrer que c'est vraiment très structuré. Voilà un exemple de planning avec des pictogrammes sur un système de bande velcro.
à la fin une petite enveloppe pour signifier qu'on a fini l'activité, qu'on va passer à autre chose. Donc quand on va terminer, on enlève le picto et on le met dans l'enveloppe. Là, c'était pour montrer que on concrétise le fait, le travail à faire. Donc dans un panier de travail à faire, puis quand on l'a terminé, c'est le panier de drague. Là, voilà les casiers sur la gauche pour vraiment bien structurer les étapes. Là, voilà, bon, je trouve ça, c'est en fait un système de box un petit peu pour vraiment inhiber le reste de la pièce. Sûrement discutable, hein. Donc les systèmes fermés, ça paraît intéressant pour eux parce que c'est prévisible, hein, il y a un nombre limité de variables. D'ailleurs, c'est des systèmes dans lesquels ils excellent bien souvent parce que ça, voilà, associé à leur mémoire parfois très importante, ils sont plus à l'aise là-dedans. Donc on connaît les sciences physiques, les mathématiques, il y a toutes les dates aussi, tous les systèmes de dates, de calendrier, tout ce qui va être musique, tout ce qui va être logique. Les langues complexes, en fait, certaines personnes autistes expliquent que plus la langue est complexe, finalement, plus il y a de règles dans cette langue, et mieux ils vont être en mesure de l'assimiler rapidement. Et finalement, tous les apports qui vont être visualisables ou qui vont impliquer des applications unirelationnelles et constantes. Donc les pictogrammes, pourquoi c'est souvent utilisé? Parce que ce sont des formes stables. Alors, stable à partir du moment où on utilise le même picto pour la même action dans tous les contextes de l'école. J'ai vu ça, c'est-à-dire qu'à l'école, un picto, par exemple, pour boire, c'est un picto, et puis le picto boire à la maison, c'est pas le même picto. Il faut vraiment essayer d'utiliser les mêmes pictos dans tous les contextes. Une cohérence. Ça permet de structurer notre environnement, de mieux comprendre ce que les personnes attendent de nous. Et ça permet de visualiser. Au niveau des consignes, donc préférer tout ce qui est direct, hein, éviter tout ce qui est sens caché, utiliser des mots que les personnes connaissent, formuler de façon positive, éviter les formes longues, biscornues et négatives, interrogatives, formuler les choses de façon claire, aller à l'essentiel, parler peu en général, ça c'est au départ, hein. Après bien sûr l'objectif c'est que la conversation soit possible. Parler lentement, alors ça c'est important. En fait, il y a actuellement des recherches qui montrent que ce qui est difficile à traiter finalement, c'est la rapidité de l'enchaînement des choses, des mots, des événements, des images. Et que quand on les ralentit, quand on les divise par deux, leur temps d'apparition, elles sont plus faciles à traiter. Il y a un logiciel qui est en cours de formalisation là, au laboratoire d'Aix-en-Provence qui permet de ralentir. Apparemment, ça porte des fruits. Être cohérent et systématique, bon, ça découle aussi, et découper les apprentissages en séquences, en fait, pour apprendre une étape après l'autre et ne pas surcharger le système cognitif. Voilà, j'ai terminé, merci.